Bienvenue dans l'émission Starting Block HD, présentée par Mao et Adams sur la radio RVVS 96.2. Yo, bienvenue sur l'émission Starting Block sur la radio RVVS 96.2. Comment va Adams? Tranquille quoi Mao? Super. Cool. Yeah. Aujourd'hui on reçoit un grand monsieur du rap. Un très très grand monsieur. Je sais pas si on peut... Comment on t'appelle maintenant? Despo? Maester? Oh, les deux ça me va, les deux ça me va. Quand c'est des amis ça me va, sinon pour les bâtards c'est Maester. J'aurais dit MC Marlboro Light aussi. Ouais, il y en a pas mal des blazes, des superlatifs, mais tranquille, tant que je comprends que c'est à moi que tu parles, ça me va, c'est clair. Ok, bon, on va pas te laisser te présenter parce qu'en général les gens ils se présentent, mais bon, toi, on va pas, t'as pas de présenter. Bon, on va te laisser te présenter quand même. Je peux me présenter quand même. J'ai commencé le rap aux alentours des années 97-98, très doucement, et j'ai concrétisé mes premiers morceaux en 99. Après, j'ai eu une petite traversée du désert comme ça, de quelques années. Parce que en 99 j'ai enchaîné, je crois, quelques petits projets, tu vois, c'était des projets vraiment de quartier, tu vois, des gens qui sortaient pas dans le grand pour le grand public. Et aux alentours de 2001, en fait, 2 ans après avoir commencé ces trucs-là, il y a eu un coup d'arrêt, tu vois, parce que comment dire. Il y a des gens, les gens qui m'ont fait rentrer dans le rap, ils poussaient déjà dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça veut dire l'indépendance totale. Faire tes trucs tout seul. Et moi, à l'époque, je voyais pas les trucs comme ça. Après, j'ai voulu essayer un peu et j'ai vu que c'était pas facile, tu vois. Surtout que à l'époque, c'était un peu l'époque où les disques d'or ils pleuvaient, où le rap, vrai disque d'or là. Voilà, le vrai disque d'or à 100 000 là, tu vois. Et en plus, voilà, le rap il commençait un peu à sortir des stars en fait, tu vois. Et les jeunes de quartier dont je faisais partie, on voyait ça comme un moyen de sortir du section et de réussir sa vie. Donc à l'époque, je considérais pas la pertinence de cette démarche là de vendre ses CD seul, de pas être produit par un tel, de pas aller en maison de disque, de pas avoir des clips à 20 000 euros, 30 000 euros, 80 000 euros pour certains, hein, tu vois. Et donc voilà, j'ai essayé un peu et j'ai vu que c'était quand même assez chaud parce que c'est un milieu en vérité qui est super fermé, hein. Tu vois, ça apparaît pas comme ça. Aujourd'hui, les choses sont démocratisées grâce au streaming, grâce à YouTube et tout. Tout le monde, tu sais, t'as un téléphone, il filme bien, tu fais un truc avec un poteau, tu retournes le lendemain sur ta chaîne YouTube, t'as 500 000 vues, tu signes à Def Jam, tu vois. Ouais, Def Jam. À l'époque, c'était pas pareil, hein. À l'époque, il fallait avoir des plans, tu vois, il fallait poser sur des mixtapes. Fallait faire des grosses prestations, et même quand tu faisais des grosses prestations, il fallait être présenté par quelqu'un ou faire un featuring avec quelqu'un. C'était vraiment très très fermé, donc ça m'a vite saoulé, tu vois. Je suis passé à autre chose et quelques années après encore, tu vois, c'est un peu un virus, hein, le son, hein, tu vois. Quand t'aimes vraiment ça, quand c'est ton kiff, ta passion, tu finis par revenir pour concrétiser ce que t'as commencé, tu vois. J'aime pas moi laisser en fait les chantiers comme ça, j'aime bien concrétiser, faire quelque chose que j'ai commencé avec sérieux. Et après voilà, aux alentours de 2004, j'ai rencontré le gars qui a initié le cri de guerre un peu Soldat sans grade. C'était un label en fait. C'était son label qui a été créé quelques mois après que j'ai commencé à travailler avec lui. Et ce mec là en fait c'était un des coproducteurs de Tandem. D'accord. Du groupe d'Aubervilliers. Ah, c'est pour ça que tu parles beaucoup de McGregor là. Ouais, voilà, parce que c'est des gens que j'ai fréquentés, McGregor, McTayer. À l'époque, il y avait aussi Cascami, il y avait Tyran, Joel Balafré. Tyran qui a produit d'ailleurs Arrêté. Tu vois, le morceau Arrêté, c'est Tyran. Donc j'ai travaillé avec les gens de l'équipe. Joel Balafré, il a fait L'Avocat du Diable, par exemple. Et c'est quelqu'un qui était à un moment donné très très proche. Et comment dire, voilà, l'équipe Tandem, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de producteurs, il y avait beaucoup de coproducteurs. Il y avait McGregor qui avait son label justement avec Coco, le gars de Soldat sans grade. Il y avait aussi deux autres coproducteurs, dont Tyran, le compositeur. Après, McTayer aussi, il avait son label avec ses refrains. Les troisièmes intervenants, c'était Kilomètre. Tu vois, ceux qui ont produit Diams, Cynic, qui ont donné le premier disque d'or à Kerry, Bakar, Sniper, je crois qu'ils ont travaillé aussi sur... aujourd'hui, Sofiane, c'est eux qui s'occupent de Sofiane.
Ah oui. Donc kilogramme, fait un kilomètre. Teufa alors. Voilà, Teufa et Masta. Masta, en fait, c'est pour ça qu'on appelait ça kilomètre. Teufa parce qu'il est fat, c'est fat. Il est un peu gravo. Ouais, tu vois. ouais. Et Masta, c'est mètre. Donc kilomètre, c'est pour ça qu'ils appelaient ça comme ça. D'accord. Ouais. Ah, tu nous l'apprends là. Ouais, voilà. Et donc, kilomètre, c'est simple. Hein, t'as eu kilomètre, tout ce qui touche, il se transforme ça en or. Quoi. Donc, à l'époque, ils ont fait partie de l'équipe de coproduction de Tandem. Et après, pour refermer la boucle, il y avait Because. La maison de disques Because qui a produit Medine, du coup qui a produit Tandem, qui a produit aussi C'est Few. Tu vois, C'est Few, tous ces albums sont sortis sous Because. Et il y a eu qui d'autre encore comme artiste là-bas en rap. Moi, j'y étais en édition pendant 5 ans. Ils ont signé beaucoup de gens en édition. Même Section d'Assaut, je crois qu'ils sont encore en édition aujourd'hui là-bas. C'est possible qu'ils y soient plus, mais pendant au moins 5 ans, ils y étaient. Après, il y a eu des artistes qui sont pas forcément rap, mais tu vois, Amadou et Mariam, ils sont chez Because. Ah ouais. Justice, ils sont chez Because. Charlotte Gainsbourg chez Because. Manu Chao chez Because. Et aujourd'hui, Christine and the Queen chez Because. Donc c'était une boîte sérieuse. Et avec ce gars-là, à l'époque, Soldat sans grade, si tu veux, il a fait un truc de bonhomme. Il a voulu poser ses couilles sur la table. Ça veut dire qu'il n'a pas profité de toutes de tous les avantages qu'il avait du fait qu'il connaisse ces gens-là. Il a voulu faire son queutru seul, on s'est concerté, on a travaillé seul, on a réussi à faire les Sirènes du Charbon ensemble, on a fait Conviction Suicidaire tous les deux en mode petit label, tu vois. En mode petit label, les Sirènes du Charbon, il est sorti chez un petit distributeur. D'accord. Tu vois, c'était pas Musica, c'était même pas Addictif, je crois que c'était Satellite. Ah c'est des murs en plus. Ah tu vois, c'était Satellite. Bon, quand je dis petit distributeur, c'est par rapport à... Ouais, ils venaient de commencer en plus, dans leur début ça. C'était dans les tout débuts. Et donc on a travaillé avec eux. Conviction Suicidaire, il est pas sorti en major, c'est juste une distribution que Because a donné. Et donc voilà, on a fait ça. Donc j'ai pendant 8 ans été sur ce label. Et après j'ai dû... faire un peu essayer de voler de mes propres ailes, même si c'était pas tout de suite. J'ai eu 3 ans de contrat avec YW qui se sont achevés en 2016. Et après ça, je crois à peu près t'avoir tout raconté. Voilà, j'ai sorti Les Sirènes du Charbon en 2006 après le morceau Arrêté qui a fait couler beaucoup d'encre. On va en parler d'Arrêté. Après la Conviction Suicidaire aussi qui a fait couler beaucoup d'encre à la sortie et après, parce que 2 mois après ça, j'ai eu la première hospitalisation psychiatrique. Et il y a eu quoi d'autre après? Il y a eu un petit vide de quelques mois. Après, je suis revenu avec Apocalypto parce qu'on avait enquillé l'album d'après qui devait s'appeler Les Funérailles des Tabous. Donc Apocalypto, c'était le premier single. Et entre temps, il y a eu la scission entre moi et et Soldat sans grade, quoi. Et il y a eu facilement 2 à 3 ans comme ça où j'ai rien fait. Parce qu'il fallait que je m'occupe aussi de ma santé, il fallait que je récupère ma tête, tu vois. Et en 2013, j'ai fait un projet en commun avec Gizmo et Moclès. Ouais, Jamais 203. Voilà, du fait que il y avait un peu YW qui me tournait autour, qui était intéressé pour que je bosse avec eux. Et à l'époque où je fais par contre Jamais 203, je suis pas signé sur le label. Ah ouais? Je suis pas signé sur le label. Donc à l'époque, je voulais le signer nulle part. Parce que tu vois, pour moi, c'était une question sentimentale. Moi, Soldat sans grade, on l'a fait ensemble. Tu vois, et lui, en plus, il est reparti à 0. Tu vois, il avait quand même un groupe avec Tandem. Ils ont vendu 85 000 disques. Tu vois, c'est pas rien. Tu vois, et c'était un groupe qui était en place. Il a dû recommencer tout à 0. Tu vois, apprendre réellement cette fois-ci, c'est quoi en fait une réalisation d'un morceau et gérer un artiste de A à Z. Tu vois. Avec Tandem, il avait d'autres tâches, mais il n'était pas, par exemple, dans la réalisation artistique. Il n'était pas dans les idées, quel clip on fait, comment, tu vois. Il était coproducteur, certes, mais il avait une condition qui n'était pas artistique, en fait, tu vois. Et après, Jamais 203, j'ai signé chez YW quelques mois après. Et pour justement sortir un album qui s'appellerait Master. À l'époque, je voulais déjà l'appeler Master. Donc, il y a un album qui YW ont de Despo qui était censé s'appeler Master. Maintenant, je pense pas qu'ils sortiront sous ce nom-là parce que je l'ai sorti moi parce que au bout d'un moment pour moi j'avais besoin de prendre. Mais il est sorti quand même, non? Il est pas sorti? Si, ils l'ont sorti en mode Desporuti Master, mais YW en dessous. Moi, tu vois, il y a pas de Desporuti. Ah voilà, d'accord. Tu vois, il y a pas Desporuti, il y a pas YW. Et c'est un tour de force que j'ai dû faire parce que je commençais à me rendre compte que, en fait, tel que je fonctionnais à travailler avec tel label par-ci, tel label par-là, c'est des trucs qui faisaient que je pouvais en fait faire moi-même, quoi. Tu vois, c'est ça qui m'a poussé là
le 31 juillet 2016 à faire les choses seul tout parce que tu es dépendant des gens. Si, je sais pas, moi, ils ont une priorité, par exemple, ils disent, ouais, bon, Gizmo, on a des plus grosses avances avec Gizmo. Bon, on va sortir Gizmo et après, on va voir, on va essayer de placer un peu de billets sur Mouklès et Despo parce que voilà, Gizmo, c'est clairement plus ouvert que Despo, tu vois ce que je veux dire. Et surtout que Gizmo était signé chez YW via, enfin, il était signé chez Bicos via YW, donc c'est un contrat en fait plus gros, alors que moi j'ai signé chez YW, tu vois. Et donc YW était garant de ma carrière entre guillemets. Et après voilà, ce qu'il faut savoir c'est que l'album que j'ai fait avec YW par exemple, une fois que je m'étais engagé avec eux, en deux mois et des poussières je l'ai fini. Écriture compris, 2 mois et des poussières, il y avait peut-être 30 morceaux. Et parmi ces morceaux, il y avait le morceau que j'ai fait avec Niro, Niska, Karis, She Hate Me qui est là-dedans. Il y avait La Rage de Vaincre sur une autre version. Il y avait. Ça, c'est dans le Franking de Contona, tout ça alors. Non, La Rage de Vaincre, il est là-dedans. Je fais un mélange d'un peu tout, tu vois. Là, par exemple, dans Master, qu'est-ce qu'ils avaient, YW? Ils avaient She Hate Me, la chanson 4 du CD 1. Ils avaient voilà, La Dose, ça c'est à la fin, tu vois, à la fin de notre collaboration, La Dose, la 9 du CD 1. Ils avaient quoi d'autre? Ils avaient Risperdal, la 6 du CD 2. Et après ils avaient La Rage de Vaincre, la 11 du CD 2. Et après voilà, par exemple ici dans le Frankie de Cantona, ils avaient quoi comme morceau? Ouais, il y avait le morceau Master aussi qui avait été balancé, il y avait le morceau Banksters aussi. Il y avait le Bobo V1 Flingue avec Niska. Il y avait le Pochon s'est déchiré que j'ai renommé aujourd'hui avec Niro. Et il y avait près de 30 titres. Ils en ont encore en vérité. Ils ont encore des bassos. Tu vois. Ah, ils ont encore des sons là-dedans. Ouais, ils ont encore. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'avance. Tu vois, je viens de sortir un album là, le 21 décembre qui, pour moi, il est de qualité. Tu vois, ça veut dire qu'ils peuvent avoir tous les morceaux qu'ils veulent. Les producteurs peuvent avoir tous les morceaux qu'ils veulent. Ça arrête pas ma créativité. Et du fait que moi, je continue d'évoluer. Tu vois. Ils ont le droit de sortir ces titres-là? Ah ouais, bah a priori oui, je veux pas rentrer dans les détails là parce que ça peut être cette histoire en fait, elle peut se régler finalement en fait judiciairement, tu vois. Donc c'est vrai qu'il faut laisser cette partie-là à part. Là, on est surtout là pour parler de Zikmu et de d'éventuels désaccords avec les producteurs. C'est ça qui est important. Après rentrer dans le détail judiciaire, je pense pas que ce soit important. Et donc voilà, au bout des 3 ans de collaboration, parce que moi quand un artiste il finit un album au bout de 2 mois et demi de signature, bah, il comprend pas que 3 ans après l'album il est pas sorti. Tu vois, ça crée forcément des problèmes. Et donc voilà, au bout d'un moment, je me suis dit écoute, moi j'ai besoin de vivre de mes œuvres. J'ai besoin de sortir des albums, sinon comment je vis? C'est mon activité principale. Donc il y a eu une discussion comme ça, super animée avec les producteurs. Et au bout d'un moment, moi j'ai pris la décision, vu qu'on s'approchait de l'été. J'étais dans une situation un peu délicate, tu vois. Et j'avais besoin de sortir quelque chose et d'en vivre. Donc c'était pas vraiment pour claquer la porte du label, mais je leur ai dit... je vais sortir des morceaux que moi j'avais enregistrés de mon côté parce que 90% de Master c'est des morceaux que moi j'avais enregistrés de mon côté avec mon propre budget à moi. Je me suis dit écoute, je vais sortir ça, que je tienne au moins l'été, tu vois, parce que je sortais d'hospitalisation, tu sais, quand tu sors d'HP t'es un peu cuit ma gueule, tu vois. Si t'avais un logement, bah tu payes pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah t'as plus de logement. T'as plus de logement, donc c'est ce qui s'était produit pour moi. Et puis j'avais pas envie de repartir dans des trucs de HP parce que ce que beaucoup de gens savent pas, c'est quand tu fais 1 mois d'HP, frère, t'es mort pendant 1 an. T'es cuit pendant 1 an, quoi. Quand tu sors de là, t'es cuit, ma gueule. Mais là, toi, en tout cas, t'es en pleine forme, là. Je suis en pleine forme. Après, j'ai découvert des secrets pour pouvoir sortir de cette petite galère de cacheton, tu vois. Mais en gros, voilà, ça c'était censé être Master, cet album-là était censé être l'album Violet, était censé être juste un album qui allait me faire passer l'été, qui allait prendre un peu d'oseille, et après, voilà, j'allais revoir les producteurs. Ouais, on fait comment, tu vois. Et après, bon, les choses se sont accélérées, détériorées, et bah, ça m'a conduit à sortir, voilà, 4 disques, 2 livres de mon côté, et être dans une indépendance totale. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment on fait pour sortir tout ça en si peu de temps, en moins d'1 an, là, tout ça, non? Ouais, bah, parce que aussi j'ai accumulé beaucoup de... Comment t'appelles ça? Déjà, j'ai un vécu qui est super compliqué, tu vois. Familial, même au niveau de la carrière, hein, il est quand même compliqué, hein, tu vois. Et sentimental.
pas vis-à-vis de la société, tu vois. Moi, quand j'ai sorti Les Sirènes du Charbon, quelques mois après, j'ai été traîné devant les tribunaux pour la pochette. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, là, 40 000 euros d'album. 40 000 euros, donc j'ai pas une carrière, tu vois, fluide, simple. Mais c'est pas payé de toute façon. C'est-à-dire non, les apparts halal, je me dis dans le fond. Donc voilà, après Master, après il y a eu j'ai commencé à écrire mon livre, le tome 1 de mon livre Tsatsiferon. Combien de pages? Le premier c'est 291 pages. Et le deuxième plus de 400. Le deuxième 450 pages qui est sorti le 11 août là. 11 août 2017. Voilà. On avait des choses à dire alors. Regarde, j'ai écrit 1500 pages en 9 mois. J'appelle ça mon bébé, il est sorti en 9 mois. Mais ouais, j'avais encore des trucs à dire et il reste 2 volets encore. Il reste 2 trucs, c'est que j'ai écrit 1500 pages. En fait, moi, j'avais pas du tout décidé de le couper comme ils sont coupés aujourd'hui en plusieurs tomes. Tu vois, j'ai pas décidé de le couper en plusieurs tomes. Le seul truc, c'est que le fabricant, il pouvait pas fabriquer 1500 pages en un bloc. Tu vois, ça aurait fait un espèce de truc comme ça. Et je pense que même c'est mieux qu'ils soient en plusieurs volets parce que c'est plus digeste pour le lecteur, tu vois. C'est plus digeste. Donc voilà, je pense m'être présenté, voilà. En tout cas, tu as un très très gros parcours. En tout cas, 2006, Sirène du Charbon. 2010, Conviction suicidaire. T'en as pas trop parlé, ça en plus. Si, j'en ai parlé, Conviction suicidaire, mais si tu veux, pour moi, c'est pas que c'est une autre période, c'est que j'ai pas pu savourer vraiment la sortie de cet album et les retours. Parce que 2 mois après, je t'ai dit, un mois et demi, 2 mois après, je suis hospitalisé. Il y a un concert qui était prévu avec Nesbill, que j'apprécie beaucoup, qui est d'ailleurs le seul featuring de Conviction suicidaire. C'est clair. Avec Nesbill, Mac Taylor, Alonso. On devait faire un gros concert à la Cigale, il a été annulé. C'était pour moi en plus une manière de fêter un peu la sortie de cet album, tu vois, et tout a été saboté et tombé à l'eau. Donc c'est un album qui a eu un mois et demi d'exploitation, c'est pas assez. Mais je suis conscient qu'aujourd'hui, vis-à-vis des gens comme vis-à-vis de moi, que artistiquement j'ai fait le boulot sur ça. Ah ouais, c'est clair. Il est lourd, c'est le travail, je crois. Ah ouais. Et 2013, Jamais 203. Ouais. Et après 2016, Meister. Ouais. Après, t'enchaînes directement sur 3 trucs, 3 projets. Ouais. Et aussi un projet que je me rappelle plus, Clébois. Clébois. Ouais, Clébois. Clébois, en fait, ce sont des titres que j'ai fait après la scission avec Soldat sans grade qui était intervenu en 2011. Et j'avais commencé à travailler avec quelqu'un que je respecte beaucoup. On se connaît aussi de la street qui a voulu me tendre un coup de main. Et on avait commencé à enregistrer en fait un album, tu vois. Et après, pour diverses raisons, on n'a pas pu continuer. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit j'aimerais bien les sortir et tout. Je lui ai dit vas-y, y a pas de souci. Donc il les a sortis, Clébois. Et on avait commencé, hein, ça veut dire que les 6 titres, je crois, c'est 6 titres. Il en manque un en fait, tu vois, un qui est un beau titre en plus, qui est très bien aussi. C'est juste que le gars qui avait fait le refrain dessus, c'était un chanteur. Il avait fait un yaourt, tu vois. Donc on n'a pas pu le sortir après parce qu'on n'est pas retourné en studio, etc. Donc on a sorti les 6 morceaux qui étaient aboutis, quoi. Okay. Et quand tu viens avec Arrêtant en 2006, ça je l'avais oublié, tu mets un malaise dans le rap français quand même. Ça je m'en rends compte après. Tu vois, moi en fait, surtout à l'époque, je sais pas quel impact il va avoir le morceau. Je sais juste que la personne qui va écouter va dire là-dessus il dit pas des trucs que tout le monde dit. Ouais, exact, bah tu dis le contraire de tout le monde dit. Voilà. Bon après le contraire, je pense pas surtout, tu sais, quand on se dit arrêtez de dépouiller le diamant de mon bled, le Zaïre, j'arrête de trahir. Bon, il y a des trucs où on se rejoint, arrêter les scènes violentes, tu vois, avant minuit, arrêter il y a des vrais punchlines. Les fouilles musclées, tu vois, ça c'est tout le monde dans un check son qui est normalement constitué après, tu vois, il y a des gens chelous aussi. Normalement, voilà, tu vois, on pense à peu près pareil sur ces trucs-là, et après on a des manières différentes, voilà. Ouais, ça c'est vrai que c'était original. Ouais. En général, les gens ils pensent le contraire. Ouais, c'est vrai. Mais après, voilà, on est tous différents. On a tous des prénoms, tu vois. Il y a peut-être dans la pièce peut-être 2 personnes qui ont le même prénom, peut-être 3, je sais pas. Mais on est tous différents. Ils n'ont pas le même nom de famille, ils n'ont pas le même âge. On est tous différents. On a des parcours différents, donc on pense différemment. Et c'est normal pour moi qu'on puisse faire un rap différent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le rap game. Tout le monde. Tu vois, c'est des tiges d'allumettes, les mecs. Tu t'ouvres la boîte, ils se ressemblent tous, tu vois. Ouais, c'est clair.
Ok. Et aujourd'hui, tu reviens avec le cœur sur la main. Le cœur dans les mains. Le cœur dans la main. Enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est là. Ouais, en 2017. Le 22 mai. Ouais. 22 mai 2017. Après, t'enchaînes sur Docteur Sophie Saïd. Ouais, qui a été renommé en. Je n'ai rien fait d'autre que mon travail, monsieur Simba. Mais pourquoi elle a été renommée? Parce que le mari du docteur, il était pas très content. Ah ouais. Ouais, bah en même temps, t'es amoureux d'elle. non, en vérité, c'est un petit jeu de mots, en fait, tu vois. Mais lui, il a pris comme ça. Il a dit, ma femme, t'es un ouf, toi, Blacos. J'ai pas eu affaire à lui, mais on m'a fait comprendre par que il était pas très content et je me suis proposé tout de suite de changer le titre. Tu vois. Je voulais pas niquer un couple. Je crois d'ailleurs dans ce projet, j'ai dû en niquer au moins 2-3 des couples. Dans lequel projet? Dans Docteur Sophie Saïd, justement. Ah, j'aurais dit dans l'autre, moi. Dans le cœur dans les mains. C'est sûr. Ah ouais, non, mais dans le cœur dans les mains, il y en a surtout un qui est crabouillé, pulvérisé, balayé, il est à la poubelle. J'ai revu la meuf, elle a pris 30 kilos, ma gueule. Oh là là. Faudrait l'écouter, les gars. Ouais. Mais c'est quoi? C'est pas le morceau, c'est l'audio qui te laisse le message sur le répondeur. Ouais, non, pas sur le répondeur, ça, j'ai une conversation avec. Ah ouais, au téléphone. Au téléphone, sur le répondeur. En fait, c'est un piège téléphonique. J'ai enregistré la conversation, tu vois, parce qu'en fait, à la base, j'étais même pas censé le mettre dans le projet. C'est que juste, c'était une fameuse quand on se voyait pour discuter, là, parce que je l'ai rencontré à l'hôpital. Quand on se voyait, on avait des discussions, et le lendemain ou 2 jours après, on se revoyait, je dis, ouais, tu m'as dit ça et tout. Ah non, j'ai jamais dit ça. Donc un jour, elle m'a appelé, je dis, bah, comme ça, je vais enregistrer. La prochaine fois, elle me dit, j'ai jamais dit ça. Je dis, tiens, écoute, tu vois. Et après, j'ai eu une espèce de petit conflit avec elle, comme ça. Et je dis, vas-y, toi, je vais te masteriser. J'ai jeté ça dans l'album. Et après, tu vois, par exemple, j'en ai parlé à un gars comme Zoxy, tu vois, qui est quand même là depuis le début. C'est les gens qui ont fait, ça se fait pas de dire ça, ils ont des parents, les mecs, mais qui ont initié et qui ont propulsé les carrières de Beat de Boule, Lunatic, Salif, L.I.M. Je lui ai demandé si ça avait déjà été fait, en fait, un piège téléphonique comme ça dans le rap, parce que généralement, les gens, ils faisaient des interludes, comment t'appelles ça, scénarisés, en fait. Ouais, vas-y, va dans la cabine, dis ça, viens, on fait comme si, tu vois, la meuf, fais comme si t'étais en train de truc, là. Bah là, c'est une vraie conversation avec un vrai échange assez intéressant. En tout cas, très intéressant. Ah, je pense aussi. Et dans tous les enregistrements, c'est toi? Parce qu'un enregistrement qui est assez sulfureux, ouais. Bah celui-là, je laisse les gens deviner, essayer de voir, d'imaginer. Il y a un truc qui est marrant, c'est que dans cette partie, il y a du futur. Tu vois, le futur, le rappeur Quinry. Chanteur, rappeur Quinry. Oui, moi, je suis un bousier de futur. Donc, il y a plein de gens, quand ils ont écouté Futur, ils se disent, mais t'as pas fait ça, tu t'es pas enregistré en train de kick line fameux. Tu vois, je sais pas. Ça se reconnaît un peu les voix. Je dis pas si reconnaît ta voix, je dis reconnais les voix. Et là, tu reviens avec 2 livres. T'es chaud. Ouais, j'ai sorti 2 livres, donc du coup, j'ai sorti la moitié en fait des 4 volets. Là, il y a l'équivalent de 750 pages qui sont sorties en l'équivalent de peut-être 4-5 mois. Ah, t'en as des trucs 6 à mois dire. peut-être. Ouais, je pense, là. Et t'as pas fini? Non, il reste 2 tomes, il reste encore des albums. Pas beaucoup d'albums, il en reste encore quelques-uns. Parce qu'après, j'ai d'autres objectifs. Et puis surtout, j'aurais l'impression d'avoir concrétisé pas mon ambition, mais en tout cas ma passion. Je l'aurais concrétisé, j'aurais sorti des albums, j'aurais marqué mon temps. Tu l'as déjà marqué, j'ai envie de dire. Ouais, plusieurs temps même. Donc non, c'est bien. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup été, comment t'appelles ça, immobilisé par le fait de faire du rap, de sortir des albums et tout. Et des fois, on en oublie même que il y a une vie, tu vois, il y a plein de choses à faire dans la vie, voyager, qu'on a des doublés, qu'il y a des choses à construire là-bas, qu'on a des enfants, qu'il faut vraiment être très concentré sur leur éducation et sur leurs études, sur plein de choses. En plus, tu parles de ta fille dans un son. Ouais, dans le morceau Animit Staer, qui signifie en fait en hébreu je suis désolé. Je suis désolé, ah d'accord. Ouais. D'accord.
Bah là, on va s'écouter un son qui a beaucoup fait jaser. Et on revient juste après. Ouais.